il est rentré à la maison en souriant, bronzé par un mois passé en Grèce, avec sa maîtresse faisant rouler une valise de luxe sur le parquet, tel un homme retournant dans un royaume dont il croyait qu'il lui appartiendrait toujours. Puis il a levé les yeux vers le mur du salon et s'est figé. Le portrait de mariage avait disparu. À sa place était accrochée une immense photographie encadrée de moi, debout à côté d'un autre homme, souriant tous les deux sous la lumière dorée du soir du désert de l'Arizona. Et juste en dessous, monté dans un cadre noir comme un trophée, se trouvait un document légal ne portant qu'un seul nom sous la mention de propriétaire, le mien. Daniel Mercé aimait faire des annonces en public car les espaces publics lui donnaient le contrôle. Si les gens regardaient, il devenait charmant, confiant, impossible à contester sans paraître émotif ou instable. J'ai appris cela lentement au cours de 17 années de mariage. De la même manière que les femmes apprennent souvent la vérité sur les hommes. Pas tout d'un coup, mais par de minuscules humiliations qui s'accumulent silencieusement à l'intérieur du corps jusqu'à ce qu'un jour elles deviennent impossibles à ignorer. La nuit où il a détruit notre mariage a commencé avec des steaks grillés, des guirlandes lumineuses et de la musique country flottant dans notre jardin à Scottsdale, en Arizona. Nous avions organisé des dizaines de rassemblements de ce genre au fil des ans. Les voisins se tenaient debout avec des bouteilles de bière suintantes. Les épouses échangeaient des histoires sur les candidatures à l'université et la hausse des prix de l'épicerie. Le fils adolescent de quelqu'un a fait un plongeon en bombe dans la piscine pendant que tout le monde faisait semblant de ne pas remarquer les jurons résonnant sur l'eau. Cela aurait dû être un samedi soir ordinaire. Je portais un plateau de salade de maïs depuis la cuisine quand j'ai entendu Daniel rire près du bar du patio. Pas son rire normal, celui-ci était plus fort, plus aigu, théâtral, le genre qu'il utilisait quand il voulait attirer l'attention. Son bras était passé autour d'une femme nommée Brianna, 28 ans, très bronzée avec des extensions blondes descendant jusqu'au milieu du dos, le genre de femme qui semblait être photographiée en permanence pour Instagram. Même en me tenant à côté d'une glacière pleine de Coca-Cola Light, je l'avais déjà rencontrée 2 fois auparavant. Daniel l'appelait une consultante en marketing pour son entreprise de construction. À ce moment-là, je savais déjà. Les femmes savent généralement bien avant de s'autoriser à l'admettre. Pourtant, il y a une différence entre soupçonner une trahison et entendre son mari redéfinir nonchalamment son mariage devant 15 personnes tenant des assiettes en carton. L'un des voisins a plaisanté sur le fait que Daniel passait beaucoup de temps avec Brianna dernièrement, et Daniel a levé son verre de bourbon avec un sourire narquois. Eh bien, a-t-il dit, Claire et moi faisons les choses différemment ces jours-ci. C'est fondamentalement un mariage ouvert maintenant. Elle ne l'a juste pas encore totalement accepté. La conversation est morte instantanément. Quelqu'un a toussé. La musique des haut-parleurs extérieurs a soudainement semblé trop forte. Je me souviens du sentiment exact qui a traversé mon corps à cet instant. Pas le cœur brisé au début, pas même de la colère. C'était quelque chose de plus froid, comme marcher pieds nus dans une eau glaciale et réaliser trop tard à quel point elle est profonde. Je l'ai fixé du regard, attendant la chute de la blague. Elle n'est jamais venue. Au lieu de cela, Daniel a tiré Brianna un peu plus près de lui et a pris une lente gorgée de son verre pendant que les gens regardaient délibérément partout sauf moi. Je devrais probablement expliquer quelque chose au sujet de mon mari. Daniel n'avait pas toujours été cruel. Égoïste, oui, ambitieux, certainement, mais la cruauté est venue plus tard après que le succès l'ait gonflé d'orgueil pour en faire quelqu'un qui confondait l'argent avec la sagesse et l'attention avec la valeur. 10 ans plus tôt, il n'était qu'un autre entrepreneur épuisé essayant de bâtir une entreprise pendant que je travaillais à temps plein dans la décoration d'intérieur et m'occupais de la plus grande partie de l'éducation de notre fille Ellie. Lorsque l'entreprise a failli s'effondrer pendant une mauvaise conjoncture économique, j'ai utilisé l'héritage que ma mère m'avait laissé pour la maintenir en vie. 70 000 $. Presque tout ce qu'elle avait. Daniel avait l'habitude de m'appeler son rock à l'époque. C'est drôle de voir à quelle vitesse les hommes réécrivent l'histoire une fois qu'ils n'ont plus besoin de la femme qui les a aidés à la construire. Les invités sont partis tôt cette nuit-là. Personne ne voulait être pris au piège de la tension qui planait sur notre jardin comme de la fumée. J'ai nettoyé les assiettes en carton en silence pendant que Daniel était assis à l'îlot de la cuisine, faisant défiler l'écran de son téléphone, complètement détendu comme s'il avait simplement annoncé un projet de vacances au lieu de faire exploser 17 ans de mariage devant nos amis. Finalement, j'ai dit, tu m'as humilié. Il n'a même pas levé les yeux. Tu exagères. Tu as dit à tout le monde que nous avions un mariage ouvert. Nous devrions en avoir un, a-t-il répondu nonchalamment. La monogamie n'est pas réaliste pour toujours, Claire.
Les gens évoluent. J'ai laissé échapper un rire discret car parfois l'absurdité devient trop grande pour les larmes. Évoluer, ai-je répété. C'est comme ça qu'on appelle ça maintenant? Daniel a soupiré de manière dramatique, comme le font les hommes impatients lorsqu'ils sont obligés d'expliquer des vérités fondamentales à des femmes stupides. Écoute, a-t-il dit en posant enfin son téléphone, je n'avais pas prévu que cela arrive, mais Brianna me fait me sentir vivant à nouveau. J'ai 46 ans, Claire. Je ne veux pas que le reste de ma vie me semble prévisible. Et qu'est-ce que je retire exactement de cet arrangement? C'est à toi de voir, a-t-il répondu avec un haussement d'épaule. Tu peux faire ce que tu veux, toi aussi. C'était une déclaration tellement ridicule que j'ai presque admiré l'arrogance qui s'y cachait. Les hommes comme Daniel aimaient l'idée de liberté quand ils croyaient être les seuls à en bénéficier. À l'étage, j'ai entendu la porte de la chambre d'Ellie se fermer doucement. Elle en avait assez entendu. Daniel s'est levé, a marché jusqu'à la cave à vin et s'est servi un autre verre. Je pars pour l'Europe mardi, a-t-il dit. 3 semaines en Grèce, peut-être l'Italie ensuite. Brianna vient avec moi. Je l'ai dévisagé. Tu es sérieux? Oui. Tu penses que je suis censé rester ici et attendre pendant que tu pavaneras avec ta maîtresse à travers l'Europe? Il s'est tourné vers moi lentement, l'irritation durcissant son visage. Maîtresse est un mot dramatique. Et honnêtement, Claire, toute cette routine de victime est épuisante. J'essaie d'être honnête avec toi au lieu de faire les choses en cachette. Et voilà. Le langage moderne que les personnes égoïstes utilisaient pour donner à la trahison un air éclairé. Honnêteté, croissance, liberté, guérison, tout sauf la responsabilité. Il s'est approché, baissant la voix. Tu es toujours ma femme. Tu as toujours cette maison, cette vie, la sécurité financière. Je ne t'abandonne pas. Je te demande de t'adapter. M'adapter comme si j'étais un logiciel nécessitant une mise à jour. J'ai regardé autour de la cuisine que nous avions rénovée ensemble 15 ans plus tôt. Les plans de travail en marbre que j'avais choisis, les suspensions lumineuses que j'avais installées moi-même alors que j'étais enceinte d'Ellie, les photographies de famille alignées dans le couloir. Chaque centimètre de cette maison portait des morceaux de mon travail, de mes sacrifices, de mes empreintes digitales invisibles. Pourtant, d'une certaine manière, Daniel parlait comme si lui seul avait construit notre vie. Cette nuit-là, après qu'il soit monté à l'étage, je suis resté seul dans la cuisine pendant près d'1 heure. Le réfrigérateur bourdonnait doucement. Les lumières du jardin se reflétaient contre les fenêtres sombres. Quelque part dans la rue, un chien a aboyé dans la chaude nuit du désert. Puis j'ai remarqué notre portrait de mariage accroché au-dessus de la cheminée. Nous avions l'air si jeunes sur cette photographie. La main de Daniel reposait fièrement contre ma taille. Mon visage rayonnait de ce genre de confiance que seuls les jeunes mariés possèdent, la croyance que l'amour protège automatiquement les gens de devenir des étrangers. J'ai marché lentement vers le portrait. Puis je l'ai décroché du mur. Pas parce que je le détestais. Pas encore. Mais parce que pour la première fois en 17 ans, j'ai enfin compris quelque chose de dévastateur. Le mariage sur cette photographie n'existait plus. Et peut-être qu'il n'avait plus existé depuis très longtemps. Daniel est parti un mardi matin avec 2 valises de marque, des lunettes de soleil coûteuses et la confiance détendue d'un homme absolument certain que le monde l'attendrait. Brianna était assise sur le siège passager de son Range Rover noir, portant un pantalon en lin blanc et des lunettes de soleil surdimensionnées, une main manucurée reposant de manière possessive sur son bras pendant qu'il reculait de l'allée. Aucun d'eux ne m'a regardé alors que je me tenais sous le porche. Seule Ellie l'a fait. Ma fille se tenait légèrement derrière moi dans un vieux sweatshirt de l'université de l'Arizona, les bras fermement croisés sur sa poitrine, regardant son père s'éloigner avec une expression bien trop vieille pour ses 16 ans. Elle n'a pas fait de signe d'au revoir de la main. Le véhicule utilitaire sport a disparu au coin de la rue. Le silence qui a suivi semblait anormal, comme si la maison elle-même s'était arrêtée de respirer. Pendant les 2 premiers jours, je me suis déplacé dans les pièces de manière mécanique, incapable de me concentrer assez longtemps pour terminer des tâches simples. J'ai rempli le lave-vaisselle et j'ai oublié de le mettre en marche. J'ai réchauffé du café 3 fois avant de réaliser que je ne l'avais jamais bu. La nuit, je restais éveillé à fixer le ventilateur de plafond pendant que mon esprit repassait la scène du barbecue en boucle. La voix de Daniel, les rires, l'humiliation de me tenir là pendant que des étrangers évitaient le contact visuel par pitié.
L'humiliation est une émotion étrangement physique. Elle s'installe dans vos muscles, votre estomac, votre peau. Ce qui faisait le plus mal n'était même pas la liaison amoureuse. C'était la certitude sur le visage de Daniel lorsqu'il l'a annoncé publiquement. La confiance absolue que je tolérerais n'importe quoi plutôt que de perdre la vie que nous avions construite. Et peut-être que pendant de nombreuses années, il aurait eu raison. J'avais passé près de 2 décennies à être pratique, raisonnable, d'un grand soutien. J'ai ravalé des frustrations parce que les mariages exigeaient des compromis. J'ai ignoré de plus petites trahisons parce que l'âge adulte exigeait de l'endurance. Quelque part en cours de route, Daniel a confondu ma loyauté avec de la faiblesse. 3 jours après son départ, Brianna a publié des photographies de Mykonos. Je les ai vues parce que des connaissances communes ont commencé à me les envoyer maladroitement, comme si je méritais en quelque sorte un avertissement préalable avant que l'humiliation publique ne se poursuive en ligne. Daniel se tenait torse nu à côté d'une piscine à débordement, tenant une coupe de champagne, tandis que Brianna se pressait contre lui dans un bikini blanc, tous deux rayonnant de l'autosatisfaction suffisante de personnes convaincues d'être enviées au lieu d'être embarrassantes. La légende disait, la vie commence quand vous arrêtez de vous excuser pour votre bonheur. J'ai fixé l'écran pendant plusieurs secondes. Puis j'ai ri, non pas parce que c'était drôle, mais parce que les hommes d'âge moyen qui abandonnent leur famille pour des femmes plus jeunes croyaient toujours participer à une sorte de profonde révolution romantique au lieu du plus vieux cliché d'Amérique. Ellie est entrée dans la cuisine pendant que je regardais encore la publication. « Est-ce que ça va ?» a-t-elle demandé doucement. J'ai verrouillé le téléphone et l'ai posé. « Ça ira. » Elle a ouvert le réfrigérateur, a pris du jus d'orange, puis a hésité avant de reprendre la parole. « Tu sais ce qui est bizarre ?» a-t-elle dit, « Papa n'arrête pas de publier des choses comme s'il avait gagné quelque chose. » Ce commentaire m'a surprise car il était tout à fait juste. Daniel se comportait comme si le mariage était une compétition à laquelle il avait échappé victorieusement, comme si la jeunesse elle-même l'avait validé. Les hommes comme lui confondaient souvent l'attention avec la renaissance. Ellie s'est appuyée contre le comptoir. Mais honnêtement, a-t-elle continué, il a l'air un peu pathétique. J'ai regardé ma fille, puis je l'ai vraiment regardée. Quelque part entre les cours de niveau avancé, les leçons de conduite et les candidatures à l'université, elle était devenue silencieusement perspicace d'une manière que je n'avais pas remarquée. « Je ne veux pas que tu détestes ton père, ai-je dit prudemment. Elle a haussé les épaules. « Je ne le déteste pas, a-t-elle répondu. Je pense juste qu'il s'attendait à ce que tu t'effondres. » La vérité a frappé plus fort qu'elle ne l'avait probablement prévu. Cet après-midi-là, pour la première fois depuis le départ de Daniel, j'ai ouvert la porte du bureau à domicile. Daniel s'occupait rarement de la paperasse lui-même désormais. Le succès l'avait rendu paresseux concernant les détails, les reçus, les contrats, les documents fiscaux. Ils finissaient tous empilés négligemment sur les classeurs et dans les tiroirs du bureau pendant qu'il se concentrait sur les déjeuners de réseautage et les sorties de golf avec des promoteurs. Au début, je cherchais seulement des informations bancaires. Puis j'ai commencé à remarquer des schémas. Des frais d'hôtel de luxe facturés sur le compte de l'entreprise. Des vols pour Brianna déguisés en voyage de marketing. Des achats de bijoux étiquetés comme des frais de représentation pour les clients. Des milliers et des milliers de dollars discrètement filtrés à travers les dépenses de l'entreprise. Je suis resté assise au bureau pendant près de 3 heures à trier des documents en pile pendant que quelque chose en moi changeait lentement de forme. Pas de la rage. De la clarté. Le lendemain matin, j'ai appelé une avocate nommée Denise Harper. Son bureau se trouvait dans un bâtiment élégant et moderne du centre-ville de Phoenix, tout en murs de verre et en climatisation froide. Denise elle-même semblait avoir vers la fin de ses 50 ans, un carré blond argenté, un tailleur bleu marine impeccable, des yeux calmes qui avaient clairement été témoins de toutes les variations possibles de désastres matrimoniaux. Elle a écouté sans m'interrompre pendant que je lui expliquais tout. Quand j'ai terminé, elle a croisé les mains soigneusement sur le bureau. Premièrement, a-t-elle dit, votre mari est loin d'être aussi intelligent qu'il le pense. J'ai cligné des yeux. Denise a fait glisser plusieurs relevés financiers surlignés vers moi. Ces dépenses liées à la liaison sont importantes, a-t-elle poursuivi. Et d'après les dossiers que vous avez apportés, une grande partie du capital initial de l'entreprise provenait de votre héritage. C'était il y a des années. Cela n'a pas d'importance. Les documents ont de l'importance. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti quelque chose de peu familier. Pas exactement de l'espoir,
mais du mouvement. Denise s'est légèrement penchée en arrière. Claire. Les hommes comme votre mari font souvent la même erreur. Elle a dit, il pense que le conjoint qui maintient la stabilité n'a aucun pouvoir parce que ce travail n'est pas tape à accent grave l'œil. J'ai baissé les yeux vers la paperasse en silence. Il pense avoir construit cette vie lui-même, ai-je admis. Non, a corrigé Denise doucement. Il pense que vous ne cesserez jamais de le protéger. Cette phrase s'est logée profondément en moi. Parce qu'elle avait raison. Chaque année de notre mariage, j'avais nettoyé les dégâts émotionnels que Daniel avait créés. J'ai adouci son caractère auprès d'Ellie. J'ai géré les vacances, les anniversaires, les emplois du temps scolaire, les réparations, les impôts, les obligations familiales. J'ai absorbé le stress si complètement qu'il a fini par ne plus le voir du tout. Le travail invisible ne reste invisible que jusqu'à ce qu'il disparaisse. Au cours des 2 semaines suivantes, ma vie a retrouvé une structure. J'ai renoué des contacts liés à mon ancienne carrière de décoratrice d'intérieur et j'ai découvert quelque chose de surprenant. Les gens me respectaient toujours. D'anciens clients se souvenaient de mon travail avec chaleur. Un ancien collègue m'a invité à faire de la consultation pour la rénovation d'un hôtel de charme à Sedona. Un autre m'a demandé si j'envisagerais à nouveau des projets résidentiels indépendants. Chaque conversation me donnait l'impression de récupérer des fragments d'une femme que j'avais abandonnée des années plus tôt. Pendant ce temps, Daniel n'appelait presque pas à la maison. Il envoyait des messages textes de temps en temps, généralement tard le soir, à l'heure de l'Arizona. Je m'amuse bien ici. Tu devrais vraiment te détendre davantage. Ou, j'espère qu'Ellie se comporte bien. Pas une seule fois il n'a demandé comment je me sentais réellement. Un soir, Ellie et moi avons commandé de la nourriture thaïlandaise et avons mangé sur le patio pendant que la chaleur du désert déferlait sur le quartier par vagues lentes. Le ciel brûlait d'une couleur orange au-delà des montagnes. Tu as l'air différente, a-t-elle dit soudainement. Je lui ai jeté un coup d'œil. Différente en bien ou différente et effrayante? Un peu des deux, a-t-elle admis. J'ai souri faiblement. Peut-être que je suis juste fatigué d'être sous-estimé. Ellie a regardé son assiette un moment avant de reprendre la parole. Tu sais, a-t-elle dit prudemment, papa a toujours agi comme si tu avais plus besoin de lui qu'il n'avait besoin de toi. La phrase s'est installée lourdement entre nous parce que la chose terrible était que pendant des années, je l'avais cru aussi. Cette nuit-là, après le coucher d'Ellie, je suis entré dans le salon en portant une boîte en carton. Une par une, j'ai retiré les photographies des étagères et des murs. Pas avec colère, pas de manière dramatique, mais méthodiquement. Des photos de mariage, des portraits de famille, des souvenirs de vacances soigneusement sélectionnés pour ressembler à la permanence. À minuit, la pièce semblait étrangement plus grande. Il y avait un espace vide au-dessus de la cheminée où notre portrait de mariage avait été accroché pendant 17 ans. Le rectangle pâle sur le mur restait visible sous l'éclairage encastré comme un fantôme refusant de disparaître. Je suis resté là à le fixer pendant un long moment. Puis, de manière inattendue, j'ai souri. Non pas parce que j'avais guéri, ni parce que je n'avais plus mal, mais parce que pour la première fois depuis que Daniel m'avait publiquement humilié, j'ai réalisé quelque chose d'important. Il pensait m'avoir laissé impuissante. Ce qu'il avait réellement fait, c'était de me laisser seul assez longtemps pour que je me souvienne de qui j'étais avant de construire toute ma vie autour de lui. À la 3e semaine des vacances européennes de Daniel, les gens de notre quartier avaient cessé de faire semblant de ne pas savoir. Les liaisons prospèrent sur le secret. L'humiliation survit grâce à la représentation. Daniel avait rendu la nôtre publique, ce qui signifiait que tout le monde devenait soudainement prudent autour de moi de cette manière lente et maladroite que les Américains adoptent souvent lorsqu'ils rencontrent une tragédie personnelle visible. Les femmes à l'épicerie touchaient mon bras un peu trop doucement. Les voisins parlaient avec une gentillesse exagérée. Même le caissier adolescent de notre café de quartier me regardait avec cette expression inconfortable que les gens réservent aux veuves et aux épouses abandonnées. La pitié m'épuisait plus que la colère ne le pourrait jamais. Alors j'ai arrêté de me cacher. Pas de manière dramatique, ni vindicative. J'ai simplement commencé à vivre différemment. Chaque matin, je conduisais 40 minutes vers le nord jusqu'à Sedona pour le projet de rénovation de l'hôtel de charme sur lequel j'avais accepté de donner des conseils. La propriété était située contre des falaises de grès rouge rougeoyant sous la lumière du soleil du désert, et pour la première fois depuis des années, mes journées appartenaient à quelque chose qui allait au-delà du maintien du confort de Daniel.
J'ai passé des heures à examiner les textures, les plans d'éclairage, l'agencement des meubles. Je me suis disputé avec des entrepreneurs au sujet des finitions de carrelage, et j'ai ri lors de déjeuners à emporter avec des architectes assez jeunes pour m'appeler madame sans réaliser à quel point cela semblait irritant. Et lentement, de manière presque invisible, j'ai commencé à revenir à moi-même. Un après-midi, tout en examinant des échantillons de tissus dans le bureau de conception temporaire, j'ai rencontré Evan Brox. Il était l'architecte principal du projet, 48 ans, divorcé, posé de cette manière tranquille que les hommes émotionnellement mûrs ont souvent. Pas de montre-tape à accent grave-l'œil, pas de charme forcé, pas de besoin désespéré de dominer les conversations. Il écoutait attentivement quand les gens parlaient. Il se souvenait des détails. Il s'excusait lorsqu'il interrompait quelqu'un. La première fois qu'il m'a apporté du café, il m'a demandé comment je le prenais au lieu de supposer. J'avais presque oublié à quel point le respect fondamental pouvait être séduisant. Pourtant, rien d'inapproprié ne s'est passé entre nous. Pas même de près. Ce qui m'a le plus surprise, c'est la rapidité avec laquelle mes collègues ont supposé qu'il devait y avoir quelque chose de romantique en train de se développer simplement parce qu'un homme et une femme de plus de 40 ans appréciaient la compagnie de l'autre. Les Américains aimaient les histoires de réinvention. Ils aimaient particulièrement les histoires où les femmes trahies émergeaient immédiatement radieuses aux côtés d'hommes plus sages et plus gentils. Mais ma véritable transformation n'avait pas grand-chose à voir avec la romance. Elle avait à voir avec la colère qui se durcissait enfin en respect de soi. Pendant ce temps, Daniel a continué à diffuser sa crise de la quarantaine en ligne comme un adolescent découvrant la liberté pour la première fois. Capri, Santorin, Positano, d'interminables photographies de dîners sur des toits terrasses, d'excursions en yacht, de sacs de courses de marque. Brianna a publié des vidéos où il trinquait avec des coupes de champagne tandis que Daniel souriait à côté d'elle avec l'excès de confiance rigide d'un homme essayant désespérément de se convaincre qu'il était heureux. Parfois, tard le soir, j'étudiais ces photos attentivement. Non pas parce qu'il me manquait, mais parce que j'y reconnaissais quelque chose de tragique. Daniel avait l'air épuisé, pas physiquement, mais spirituellement. Le genre d'épuisement qui vient du fait de jouer le bonheur au lieu de le vivre. Les gens imaginent souvent la vengeance comme une destruction. Des disputes hurlantes, du verre brisé. Des trahisons dramatiques rendues dans une mesure égale. Mais la vraie vengeance, je commençais à le comprendre, était beaucoup plus silencieuse. La vraie vengeance, c'était l'indifférence. C'était se réapproprier les parties de soi-même qu'une autre personne vous a convaincu d'être trop vieille, trop ennuyeuse, trop dépendante pour survivre sans elle. 3 jours avant le retour prévu de Daniel à la maison, Denise m'a convoqué dans son bureau. Elle a fait glisser un dossier sur le bureau. J'ai finalisé l'accord temporaire sur la propriété, a-t-elle dit. J'ai ouvert le dossier lentement. Parce que Daniel avait canalisé des fonds conjugaux dans la liaison amoureuse de manière si imprudente, et parce que la compte initiale de notre maison provenait directement de mon héritage, Denise avait obtenu une position de force avant même que la procédure de divorce officielle ne commence. La mauvaise conduite financière de Daniel nous donnait un moyen de pression considérable. La maison resterait sous mon contrôle résidentiel exclusif pendant la séparation. Légalement, soigneusement, méthodiquement, les fondations sous la confiance de Daniel avaient déjà commencé à s'effondrer. Il va perdre la tête, ai-je murmuré. L'expression de Denise est restée calme. Non, a-t-elle corrigé doucement. Il va perdre l'illusion que les actes n'ont pas de conséquences. Il y avait quelque chose de presque réconfortant dans sa précision. Aucune cruauté, aucun côté théâtral, juste la responsabilité. Sur le chemin du retour, la lumière du soleil de l'Arizona s'étirait en or sur l'autoroute tandis que du rock classique jouait doucement dans les haut-parleurs. Pour la première fois depuis des mois, peut-être des années, j'ai baissé les vitres et laissé l'air chaud du désert envahir la voiture. J'ai réalisé alors que je ne voulais plus que Daniel soit détruit. Cela m'a surprise. Quelques semaines plus tôt, j'aurais fantasmé de l'humilier publiquement de la même manière qu'il m'avait humilié. Je le voulais honteux, brisé, puni. Mais plus profondément que la rage se trouvait quelque chose de plus calme et de bien plus dangereux. Je voulais la liberté. Ce soir-là, Ellie m'a aidé à repeindre le salon. Nous avons écarté les meubles, recouvert les sols de bâche en plastique et passé des heures à transformer les vieux murs beige en un blanc chaud et plus doux qui a rendu la pièce entière plus lumineuse. De la musique jouait depuis le téléphone d'Ellie pendant que les rouleaux à peinture se déplaçaient en rythme sur les cloisons sèches. À un moment donné,
elle est descendue de l'échelle et a regardé autour d'elle d'un air pensif. C'est déjà différent, a-t-elle dit. C'est différent. Elle a hésité. Est-ce qu'on l'efface? La question est restée suspendue silencieusement entre nous. J'ai posé mon bac à peinture avec précaution avant de répondre. Non, ai-je dit, nous faisons à nouveau de la place pour nous-mêmes. Ellie a hoché la tête lentement comme si elle comprenait plus que je ne le réalisais. 2 jours plus tard, la maison ressemblait à peine à celle que Daniel avait laissée derrière lui. Non pas parce que j'avais redécoré de manière extravagante, mais parce que j'avais enlevé la lourdeur. Les meubles en cuir foncé ont disparu, remplacés par des tissus plus légers et des lignes plus épurées. Les vieilles photos de famille se sont volatilisées des étagères encombrées. L'air lui-même semblait d'une certaine manière moins tendu, comme si des années de ressentiment silencieux étaient enfin parties avec lui. Puis vint le mur. L'espace vide au-dessus de la cheminée est resté intact jusqu'à la toute fin. Je me suis tenu devant pendant près de 10 minutes, tenant la photographie encadrée que la société de livraison avait déposée plus tôt dans l'après-midi. Ce n'était pas un portrait de mariage. Ce détail avait son importance. La photo avait été prise accidentellement lors d'un dîner de projet à Sedona. Evan se tenait à côté de moi à l'extérieur, sous des guirlandes lumineuses, tandis le coucher du soleil brûlait d'un rouge vif sur les falaises derrière nous. Nous rions tous les deux de quelque chose en dehors du cadre, détendu et vivant d'une manière que je ne m'étais pas vu être depuis des années. Lorsque le photographe de l'équipe de marketing de l'hôtel nous l'a envoyé par courriel, j'ai fixé mon propre visage pendant un long moment. J'avais l'air heureuse. Pas d'un bonheur de façade, pas d'un bonheur de survie. Un vrai bonheur. En dessous de la photographie, j'ai placé un autre cadre. À l'intérieur se trouvait une copie propre de l'accord temporaire sur la propriété indiquant l'autorité résidentielle exclusive à mon nom pendant la procédure de séparation. Simple, élégant, définitif. Pas de message dramatique, pas de cruauté, pas de menace, juste la vérité. Cette nuit-là, Daniel m'a envoyé un message texte pour la première fois en près d'une semaine. J'atterris demain après-midi. J'espère que tu t'es calmé maintenant. J'ai fixé le message. Puis j'ai verrouillé mon téléphone et je l'ai posé face vers le bas sur le comptoir de la cuisine. À l'étage, Ellie préparait ses affaires pour une retraite de préparation à l'université le temps d'un week-end. Le lave-vaisselle bourdonnait doucement. Dehors, le vent chaud du désert balayait les meubles du patio. Et soudain, debout dans cette maison silencieuse que j'avais passé 17 ans à protéger, j'ai compris quelque chose qui changeait tout. Daniel croyait que le pouvoir venait du fait de faire peur aux gens de vous perdre. Mais le vrai pouvoir venait du fait de ne plus avoir peur soi-même. Le lendemain, à 4h42 de l'après-midi exactement, mon mari a franchi la porte d'entrée, croyant qu'il possédait toujours la vie qu'il avait abandonnée. Et puis il a levé les yeux vers le mur. Le premier son que j'ai entendu fut celui de la porte du garage s'ouvrant en grinçant sous la maison. Puis des bruits de pas, des pas confiants, le genre de pas qu'un homme fait lorsqu'il croit revenir à quelque chose de permanent. Je me tenais à l'îlot de la cuisine, coupant des citrons pour du thé glacé, quand Daniel est entré par le vestibule en portant 2 valises coûteuses, l'odeur de l'eau de Cologne d'aéroport et de la crème solaire méditerranéenne. Il avait l'air plus sombre, plus mince, trop reposé comme n'importe quel acteur divorcé photographié sur un yacht pendant une dépression publique. Pendant une étrange seconde, le revoir après près d'un mois a serré ma poitrine sous l'effet d'un vieil instinct. 17 années de mariage ne disparaissent pas proprement. Votre corps se souvient encore du rythme de la présence de quelqu'un même après que votre esprit ne lui fasse plus confiance. Daniel a jeté ses clés de voiture sur le comptoir. Eh bien, a-t-il dit nonchalamment. Tu es toujours en vie ici. Je n'ai rien dit. Il a retiré ses lunettes de soleil lentement et a regardé autour de la cuisine. La confusion est apparue en premier. Subtile mais indéniable. La nouvelle couleur de peinture, les meubles réarrangés visibles depuis le couloir, l'absence de désordre, l'étrange légèreté émotionnelle à l'intérieur de la pièce. C'était l'expression d'un homme réalisant qu'il était retourné à des coordonnées familières, seulement pour découvrir que le terrain lui-même avait changé. Que s'est-il passé ici, a-t-il demandé. J'ai redécoré. Il s'est avancé plus loin dans la maison, faisant rouler sa valise derrière lui. Je suis restée silencieuse, m'essuyant lentement les mains avec un torchon pendant que je le regardais absorber chaque différence, une par une. L'ancienne table console n'était plus là. Les photos de famille encadrées avaient disparu. Même l'air sentait différemment,
plus léger d'une certaine manière, effleuré par des bougies aux agrumes au lieu du parfum de bois de cèdre préféré de Daniel. Il a froncé les sourcils. Où est Ellie? Retraite de préparation à l'université. Elle sera de retour dimanche. Daniel a hoché la tête d'un air distrait, balayant toujours la pièce du regard. Puis il est entré dans le salon et s'est figé. Pas de manière métaphorique, il s'est réellement figé, une main agrippant toujours la poignée de la valise tandis que son corps entier s'arrêtait de bouger en plein pas. J'ai observé le moment exact où sa confiance s'est effondrée. Ses yeux se sont fixés sur le mur au-dessus de la cheminée où notre portrait de mariage était autrefois accroché. Désormais, éclairé sous un doux éclairage encastré, se trouvait la grande photographie encadrée de moi et d'Evan debout sous la lumière dorée du désert, souriant avec une aisance naturelle l'un à côté de l'autre. Et juste en dessous se trouvait le deuxième cadre, le document légal, mon nom, seulement mon nom. Pendant plusieurs longues secondes, Daniel n'a absolument rien dit. Je ne pense pas qu'il était préparé au silence. Les hommes comme lui s'attendent à des réactions émotionnelles parce que les réactions émotionnelles les rassurent sur le fait qu'ils comptent encore. Des larmes de rage implorantes, tout cela confirmait leur importance. Mais je n'avais plus rien à prouver. Finalement, il a parlé. Qu'est-ce que c'est que ça? Sa voix semblait étrangement faible. J'ai plié soigneusement le torchon et l'ai posé sur le comptoir. Une photographie, ai-je répondu calmement. Je peux le voir. Ses yeux allaient et venaient entre l'image et le document encadré en dessous. Qui diable est ce type? Il s'appelle Evan. Daniel a laissé échapper un rire brusque qui ne contenait aucun humour. Tu es incroyable. Cette accusation m'a presque amusé. Je suis incroyable. Tu as passé un mois à faire semblant d'être dévasté et maintenant tu accroches des photos d'un autre homme dans ma maison. C'était dit. Ma maison. Même maintenant. Même après tout. J'ai marché lentement dans le salon jusqu'à me tenir à plusieurs mètres de lui. Ce n'est plus ta maison, Daniel. Sa mâchoire s'est resserrée immédiatement. Bien sûr que si. J'ai fait un léger geste vers le document légal. Tu devrais lire les papiers. Il a lâché la poignée de la valise et a arraché le cadre du mur, parcourant agressivement la page tandis que la couleur s'estompait lentement de son visage. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un contrôle résidentiel temporaire pendant la procédure de séparation. Tu as demandé le divorce. Oui. Espèce de petite sournoise. Non, les jeux interrompus doucement. Fais attention. La pièce est retombée dans le silence. Daniel a levé les yeux vers moi, me regardant vraiment pour la première fois depuis qu'il avait franchi la porte. Je pouvais presque voir les calculs se faire derrière ses yeux, la soudaine réalisation que les événements avaient continué à se dérouler pendant qu'il jouait aux riches touristes à travers l'Europe. Quand exactement comptais-tu me parler de ça, a-t-il exigé. Tu semblais occupé. Il a jeté le cadre sur le canapé. C'est à cause de lui, a-t-il lancé sèchement, pointant du doigt la photographie. Tu couches avec un architecte maintenant. L'ancienne version de moi-même se serait défendue avec émotion, se serait expliquée, justifiée, aurait supplié d'être comprise. Mais quelque chose de fondamental en moi avait changé pendant ces semaines de solitude. Non, ai-je répondu simplement. Ce n'est pas le cas. Daniel a cligné des yeux. Quoi? Evan est un collègue et un ami. Alors pourquoi diable sa photo est-elle accrochée dans mon salon? J'ai légèrement penché la tête. Choix de mots intéressant. Son expression s'est durcie. Tu sais exactement ce que je veux dire. Non, ai-je répliqué d'un ton égal. Je ne le pense pas. Le silence s'est étiré douloureusement. Puis, pour la première fois depuis que je l'avais rencontré 20 ans plus tôt, j'ai regardé Daniel lutter pour garder le contrôle d'une conversation. Tu essaies de m'humilier, a-t-il dit finalement. J'ai presque ri. Humiliation. Un mot si fascinant venant de lui. Tu as annoncé ta liaison à notre barbecue, lui ai-je rappelé doucement. Devant nos amis, devant notre fille. C'est différent. Pourquoi? Parce que j'ai été honnête. L'hypocrisie est tombée si lourdement entre nous que même Daniel a semblé l'entendre après que les mots aient quitté sa bouche. J'ai croisé les bras lentement. Tu m'as dit que c'était un mariage ouvert, ai-je dit. Tu m'as dit de m'adapter. Ses yeux se sont plissés. Ce n'est pas la même chose, et tu le sais. C'était enfin là,
la vérité sous tout son langage moderne sur la liberté, l'évolution et l'honnêteté. Daniel n'a jamais voulu l'égalité. Il voulait la permission. La permission de trahir sans conséquence. La permission de se sentir désiré tout en gardant la vie stable que j'avais passé des années à construire à ses côtés. Les hommes comme Daniel appelaient cela la liberté parce que l'égoïsme sonnait moche quand on le disait à voix haute. Il a regardé à nouveau le salon, mais cette fois son expression portait quelque chose de plus profond que la colère. De la peur. Parce que pour la première fois, il comprenait clairement la situation. Je n'étais plus en compétition pour lui. Je le laissais derrière moi. Tu as vraiment fait tout ça pendant mon absence, a-t-il murmuré doucement. Oui. Et tu ne m'as même pas appelé. Cette déclaration a révélé plus qu'il n'en avait l'intention. Il croyait sincèrement que je passerais ce mois à le poursuivre émotionnellement pendant qu'il voyageait en Europe avec une autre femme. J'ai soutenu son regard. Tu étais déjà parti, Daniel. Son visage s'est légèrement crispé. Non, a-t-il dit, je suis parti en voyage. Non, ai-je répété calmement. Tu as quitté ta famille bien avant l'aéroport. Pendant un bref instant, une émotion sincère a percé à travers sa colère. Pas exactement du remords. Quelque chose de plus inconfortable. De la reconnaissance. À l'étage, une lame de plancher a grincé doucement. Daniel a jeté un coup d'œil vers l'escalier juste au moment où Ellie descendait lentement à mi-chemin, son sac à dos jeté sur une épaule. Elle était rentrée plus tôt de la retraite avec les parents d'une amie et avait apparemment entendu suffisamment de choses depuis l'étage pour comprendre ce qui se passait. Et, a dit Daniel maladroitement. Ellie s'est arrêtée à mi-chemin de l'escalier. Ses yeux se sont dirigés vers la photographie sur le mur, puis vers les documents légaux, et enfin vers son père. La déception sur son visage l'a frappé plus fort que tout ce que j'avais pu dire. Papa, a-t-elle demandé doucement, pensais-tu vraiment que maman allait s'asseoir ici pour toujours pendant que tu parcourais l'Europe avec ta petite amie? Daniel a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Ellie a secoué la tête lentement. Tu es parti le premier. Des mots simples, mais dévastateurs. Daniel a soudainement paru plus vieux, se tenant là au milieu de la pièce, entouré de preuves que la vie avait continué à évoluer sans lui. La confiance avec laquelle il avait franchi la porte d'entrée avait complètement disparu, maintenant remplacée par quelque chose de creux et de désorienté. Il a fixé une fois de plus le mur, la photographie, le document légal, l'espace vide où notre mariage existait autrefois. Et pour la première fois depuis le début de tout ce cauchemar, mon mari a enfin compris la vérité. Il avait confondu ma loyauté avec de la dépendance. Et maintenant, il se tenait au cœur des conséquences de cette erreur. Après qu'Ellie soit montée à l'étage, la maison est devenue d'un silence insupportable. Daniel est resté debout près de la cheminée pendant plusieurs secondes supplémentaires, fixant l'accord de propriété encadré comme si le langage juridique pouvait se réorganiser s'il le regardait assez fixement. Le soleil de fin d'après-midi s'étirait sur le parquet en de longs rectangles dorés, illuminant des particules de poussière dérivant paresseusement dans l'air entre nous. Pendant des années, le silence au sein de notre mariage m'avait effrayé. Maintenant, il me protégeait. Daniel a finalement relâché sa prise sur la poignée de la valise et s'est dirigé lentement vers la cuisine. Il a ouvert le réfrigérateur machinalement, puis s'est arrêté à mi-mouvement, confus par des contenants non familiers et des étagères réorganisées. De minuscules détails le perturbaient plus qu'il ne voulait l'admettre. La maison ne l'anticipait plus. Cette réalisation a semblé le blesser d'une manière que les documents légaux ne pouvaient pas. Il a fermé la porte du réfrigérateur plus fort que nécessaire. Alors c'est tout, a-t-il demandé sans se retourner. Tu as tout décidé pendant mon absence. Je me suis légèrement appuyé contre le comptoir. Non, ai-je dit calmement. Tu as tout décidé au moment où tu as exigé que j'accepte ta liaison comme condition pour rester marié. Daniel a expiré brusquement par le nez. Tu déformes les choses. Je les clarifie. Il s'est tourné vers moi, la frustration assombrissant son visage. Tu sais quel est ton problème, Claire, a-t-il lancé. Tu fais toujours en sorte que tout paraisse plus froid que ça ne l'est vraiment. J'ai failli sourire. Cette accusation m'aurait détruite des années plus tôt car il y avait une part de vérité enfouie à l'intérieur. J'étais devenue plus froide. Pas cruelle, juste plus disposée à adoucir la réalité pour que d'autres personnes puissent y rester à l'aise. Tu m'as embarrassé publiquement, ai-je répondu d'un ton égal.
Tu as disparu pendant un mois avec une autre femme. Tu as utilisé l'argent de l'entreprise pour le financer. Et d'une manière ou d'une autre, tu es choqué que j'ai arrêté de te protéger. La mâchoire de Daniel s'est resserrée instantanément au mot protéger parce qu'au fond de lui, il savait exactement ce que je voulais dire. Pendant près de 2 décennies, j'avais fonctionné comme une isolation émotionnelle autour de sa vie. J'absorbais les conséquences avant qu'elles ne l'atteignent. Je réparais les relations après que son caractère les ait endommagées. Je me souvenais des anniversaires, j'envoyais des cartes de remerciement, je planifiais les rendez-vous chez le dentiste, je surveillais les notes d'Ellie, j'équilibrais les comptes, j'organisais les fêtes, je maintenais les liens sociaux, je coordonnais les entrepreneurs. Je gérais les réparations, je planifiais les vacances, je m'occupais des urgences. Daniel jouait le succès en public pendant que je maintenais silencieusement la machinerie en dessous. La tragédie n'était pas qu'il n'ait pas su l'apprécier. La tragédie était qu'il avait fini par ne plus la voir du tout. Il s'est dirigé vers les portes du patio et a regardé dehors la piscine, qui miroitait sous la lumière du soir. « Je ne pensais pas que tu irais aussi loin », a-t-il admis doucement. C'était là encore, non pas des remords. De la surprise. Comme si mon respect de moi-même avait en quelque sorte violé un accord qu'aucun de nous n'avait consciemment signé. « Tu ne pensais pas que je partirais », ai-je corrigé. Daniel a passé lentement une main sur son visage, l'épuisement commençant à se voir sous le bronzage et les vêtements de vacances onéreux. Cela ne devait pas se passer comme ça. Je l'ai étudié attentivement. Les hommes d'âge moyen croyaient souvent que le malheur arrivait de l'extérieur de leur vie. Le vieillissement, la routine, les responsabilités, le mariage. Ils poursuivaient l'excitation parce que l'excitation semblait plus facile que de se confronter à eux-mêmes. Les liaisons devenaient des miroirs leur renvoyant temporairement la jeunesse, mais les miroirs finissent toujours par échouer. Que pensais-tu qu'il allait se passer, au juste, ai-je demandé. Il m'a regardé avec impuissance pendant un moment. Je pensais, il s'est arrêté. Puis il a ri amèrement de lui-même. C'est ça le problème, a-t-il marmonné. Je n'ai pas pensé. Il ne l'avait pas fait. Daniel avait confondu l'appétit avec la vérité, l'attention avec le sens, la fuite avec la liberté. Et parce que le monde récompense souvent les hommes confiants bien avant de les juger, il supposait que les conséquences l'exempteraient lui aussi. J'ai marché lentement vers le salon et je me suis assise sur le canapé, sous la photographie encadrée. Daniel est resté debout à quelques pas de là, incertain maintenant, désarmé émotionnellement d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. « J'ai besoin que tu comprennes quelque chose, ai-je dit doucement. Il a levé les yeux. « Je ne te déteste pas. » Ce n'était clairement pas la réponse qu'il attendait. Alors pourquoi ai-je l'impression que c'est une punition ? Parce que la responsabilité ressemble toujours à une punition pour les personnes qui s'attendaient à l'immunité. Mais je n'ai pas dit cela à voix haute. Au lieu de cela, j'ai regardé vers le mur au-dessus de la cheminée. Quand tu es parti, ai-je continué, je pensais que la vengeance signifiait te faire du mal en retour. J'imaginais t'humilier comme tu m'avais humilié. Daniel n'a rien dit. Mais quelque part au cours de ce mois, ai-je dit doucement, j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose de pire que de te perdre. Il a légèrement froncé les sourcils. Quoi ? J'ai réalisé à quel point j'avais perdu de moi-même en essayant de maintenir ce mariage en vie. Les mots se sont installés lourdement dans la pièce. Dehors, le vent du désert bruissait doucement à travers les palmiers entourant le jardin. Quelque part dans le quartier, une tondeuse à gazon bourdonnait faiblement dans le silence du soir. Daniel s'est laissé descendre lentement dans le fauteuil en face de moi. Pour la première fois depuis des années, nous ressemblions à 2 personnes ordinaires au lieu d'un mari et d'une femme enfermés dans d'anciens rôles. Je n'ai jamais voulu détruire notre famille, a-t-il admis doucement. Non, ai-je répondu. Tu pensais juste qu'elle survivrait à tout ce que tu lui ferais. Ses yeux se sont baissés vers le sol. C'était la chose la plus proche de l'honnêteté qu'il m'avait offerte depuis très longtemps. Au cours des semaines suivantes, notre séparation s'est déroulée avec moins de drame que la plupart des gens ne s'y attendaient. Les amis n'arrêtaient pas d'attendre des disputes hurlantes, des effondrements publics, une guerre juridique vicieuse. Au lieu de cela, la réalité est arrivée lentement et de manière inconfortable. Daniel a emménagé dans un appartement de luxe en centre-ville, s'accrochant au début à des fragments du style de vie qu'il associait au succès. Mais les mathématiques du divorce sont bien moins glamour que les fantasmes de vacances. Les frais d'avocat se sont accumulés. Les comptes de l'entreprise se sont resserrés lors de l'examen financier.
Les dépenses inutiles ont soudainement eu des conséquences. Brianna a disparu presque immédiatement une fois que la permanence a remplacé l'excitation. Cette partie ne m'a pas satisfaite autant que je l'avais imaginé autrefois. Parce qu'à ce moment-là, j'avais enfin compris quelque chose d'important. Les femmes ne guérissent pas réellement en regardant d'autres femmes perdre. Elles guérissent en se reconstruisant elles-mêmes. Ma carrière dans le design s'est développée plus rapidement que prévu après le succès du projet de Sedona. Les recommandations se sont multipliées. D'anciens clients sont revenus. En l'espace de 8 mois, j'ai ouvert un petit studio de design indépendant à Phoenix, spécialisé dans les intérieurs chaleureux et modernes pour les espaces commerciaux de charme et les maisons sur mesure. Rien d'énorme, rien de cinématographique, juste le mien. Ellie est partie pour l'université à l'automne suivant, plus forte et plus sage qu'aucun de nous n'avait prévu qu'elle le devienne si tôt dans la vie. Sa relation avec Daniel est restée polie, mais distante, façonnée moins par la colère que par la déception. La trahison change les enfants aussi, particulièrement les filles qui regardent comment les hommes traitent les femmes qu'ils avaient un jour promis d'aimer. Quant à Evan, il est resté exactement ce qu'il a toujours été, un bon ami qui est entré dans ma vie à une période où j'avais désespérément besoin de preuves que la gentillesse existait encore. Rien de plus, rien de moins. Cela comptait pour moi parce que je refusais de devenir l'image inversée de la chose qui m'avait blessé. Près d'un an après le retour de Daniel d'Europe, il est passé à la maison un après-midi pour récupérer de vieux documents fiscaux dans le garage. Ses cheveux paraissaient plus gris, sa confiance plus discrète. La vie ne l'avait pas détruit, mais elle l'avait finalement initié à l'humilité. Avant de partir, il s'est de nouveau arrêté près du mur du salon. La photographie d'Evan et moi avait disparu maintenant. À sa place était accrochée une autre image. Ellie et moi debout pieds nus sur une plage de Californie au coucher du soleil pendant ses vacances de printemps. Toutes les deux riant dans le vent. Daniel l'a fixé pendant plusieurs secondes. Puis il m'a regardé. « Tu as l'air heureuse » a-t-il dit. Et pour la première fois depuis très longtemps, la réponse est venue facilement. Je le suis. Non pas parce qu'il souffrait. Non pas parce que j'avais gagné, mais parce que quelque part au fond de toute cette humiliation et de ce chagrin, j'avais enfin arrêté de mesurer ma valeur à travers la capacité de quelqu'un d'autre à me choisir. Daniel a hoché la tête lentement, comme s'il comprenait quelque chose trop tard pour le changer. Puis il est parti en silence. J'ai verrouillé la porte derrière lui et je suis resté seul dans le silence paisible de la maison que nous avions autrefois construite ensemble. Sauf que maintenant, enfin, je m'y sentais chez moi. Parfois, les gens pensent que le pouvoir signifie avoir la liberté de trahir les autres sans conséquence. Mais le vrai pouvoir, le genre qui dure, vient du fait de partir avec sa dignité intacte après que quelqu'un ait essayé de vous convaincre que vous n'étiez rien sans lui. Et c'est peut-être la vengeance la plus cruelle de toutes. Guérir si complètement que la personne qui vous a brisé ne reconnaît plus la version de vous qui se tient devant elle. Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, si vous avez déjà eu à vous reconstruire après une trahison, un chagrin d'amour ou une humiliation, prenez un moment pour partager vos pensées ci-dessous. Et si vous appréciez les histoires de vengeance émotionnelle et réaliste avec du sens et de la profondeur, n'oubliez pas de vous abonner et de nous rejoindre pour le prochain voyage. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.